Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le capitalisme de rente. De la société du travail industriel à la société des rentiers. Ahmed Henni. Le capitalisme de rente. De la société du travail industriel à la société des rentiers. L'Harmattan. Du même auteur. Le syndrome islamiste et les mutations du capitalisme, non-lieu, 2008, Paris. Le chèque et le patron, OPU, 1993 Alger. La dette, ENAG, 1992 Alger. Société et production, OPU, 1992 Alger. Essai sur l'économie parallèle, ENAG, 1991 Alger. Économie de l'Algérie indépendante, ENAG, 1991 Alger. État, surplus et société en Algérie avant 1830, ENAL, 1984 Alger. La colonisation agraire et le sous-développement en Algérie 1830 à 1954, SNED, 1982 Alger. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 839 7. EAN 9 782 296 558 397. Présentation. Ce livre traite de ce que j'appelle le capitalisme de rente, par opposition au capitalisme d'industrie. Celui-ci, tel que défini canoniquement au XIXe siècle, notamment par Karl Marx, caractérisait une société où s'activaient dans des entreprises, des bourgeois, propriétaires des moyens de production, et des salariés soumis par ces capitalistes au régime du travail commandé. Dans cette configuration, chacun d'entre eux aspirait à réaliser un devenir individuel plus libre ou le hissant socialement plus haut. De ceci pouvaient naître des antagonismes les opposant directement les uns aux autres. La réalisation de ce devenir individuel se devait d'être faite par soi-même, sans rien devoir à une personne ou une instance extérieure à soi. C'est la modernité de Kant accompagnant le capitalisme d'industrie. Si le travailleur était de ce fait fier de gagner sa vie par son seul travail, le capitaliste moderne aura, comme le soulignera Max Weber, une éthique caractérisée par une aversion pour le capitalisme illégal, politique, colonial, prédateur, monopolistique, en quête de faveurs princières ou humaines. 1. Travailleurs et capitalistes sont dans cette phase canonique, des modernes animés d'une vive hostilité aux rentiers, c'est-à-dire à ceux qui vivent sans travailler grâce à une domination politique et religieuse, l'aristocratie, le clergé, leur garantissant la propriété de moyens de production, la terre notamment, ou qui vivent grâce à une redistribution opérée par les appareils assurant cette domination, État, Église et autres appareils. Or, dans le dernier tiers du XXe siècle, sont apparus deux phénomènes qui ont conduit à la relégation progressive de cette configuration moderne par l'intensification d'une nouvelle dynamique rentière. Non que les rentes anciennes aient auparavant disparu du capitalisme d'industrie, mais de nouvelles rentes apparurent détachées du système traditionnel de la propriété foncière. Ce fut tout d'abord l'électronique qui, dès les années 1970, modifia progressivement les modes de faire valoir du capital. Nous verrons qu'elle substitua au cycle production-consommation-destruction du capitalisme industriel, un nouveau cycle de valorisation tirant davantage profit de procédés de duplication à l'infini d'œuvres que la consommation ne détruisait pas. Le deuxième phénomène est monétaire. Le 15 août 1971, le président des États-Unis d'Amérique proclame un état d'exception monétaire, qui dure encore. Jusqu'à cette date, le gouvernement américain était tenu de convertir, en or et à la demande, les dollars que lui présentaient les gouvernements étrangers signataires des accords de Bretton Woods, 1944. Pour ce faire, les États-Unis se devaient traditionnellement d'éviter que les gouvernements étrangers aient des dollars inutilisés. En achetant des produits américains, ces dollars trouvaient un usage plus conforme aux intérêts des États-Unis,
rentraient au pays contre la vente de produits américains et allaient garnir les caisses des entreprises exportatrices. Plus ils exportaient, plus les États-Unis évitaient que des gouvernements étrangers ne soient en possession de dollars inutilisés et qu'ils pourraient demander à convertir en or. Les problèmes rencontrés par les États-Unis dans les années 1960, guerre du Vietnam, crise des rapports sociaux dans l'industrie notamment, ont fait que leurs entreprises n'ont pu, par des exportations, absorber la totalité des dollars se trouvant à l'étranger. Mieux, des gouvernements étrangers, dont la France, ont demandé à convertir leurs dollars en or. Face à cette hémorragie de leurs métals précieux, les États-Unis ont alors décidé, le 15 août 1971, de ne plus convertir en or les dollars détenus par l'étranger. Ils découvrirent alors, avec bonheur et surprise, que, malgré cela, les étrangers continuaient d'accepter des dollars inconvertibles en or contre les produits qu'ils leur achetaient. Il suffisait depuis lors d'imprimer du papier, des dollars, pour se procurer les produits du travail d'autrui. Une situation rentière exceptionnelle se mettait en place dont l'électronisation de la monnaie allait démultiplier les effets. Ces rentes électroniques et monétaires sont, depuis les années 1980, devenues les principales sources de la capture de richesses dans les pays capitalistes développés, reléguant l'industrie au second plan. C'est ce que j'appelle capitalisme de rente, générateur comme je le montrerai d'une société de rente, où la compétition sociale ne s'opère plus comme dans le capitalisme d'industrie. Elle conduit même à mettre la modernité en échec, configurant une société rentière où, pour reprendre l'expression citée plus haut de Max Weber, le capitalisme politique, prédateur, monopolistique et en quête de faveurs princières devient dominant. Je montrerai que ce capitalisme rentier s'appuie aujourd'hui sur les règles fondamentales suivantes. 1. La mise au jour de nouveaux modes de capture de la richesse. Ceux-ci sont de plusieurs sortes. A. L'usage de la duplication électronique infinie du même produit, en lieu et place de sa consommation destructive et par conséquent, la génération de rentes permise par la production d'un seul exemplaire du produit d'origine, à l'instar de la terre qui, toujours la même, produit de multiples récoltes. B. Ces rentes, de même nature qu'une rente foncière ou minière, exigent de nouvelles formes de propriété juridique, brevets, protégés, non seulement sur le territoire national comme l'est la propriété foncière, mais dans le monde entier. C. Cette protection mondiale de l'usage des produits électroniques exige la projection à l'échelle planétaire d'une souveraineté, militaire, juridique et monétaire, apte à faire respecter des règlements, le respect de la loi seul étant nécessaire au paiement et rapatriement des redevances. La souveraineté prend le pas sur la propriété des moyens de production, comme source de capture de richesse. D. Facilitée par la disparition concomitante du mode soviétique industriel, l'apparition d'une souveraineté exerçant son hégémonie sur le monde a conduit à l'épanouissement d'une économie rentière de brevets et à l'exercice sans partage d'un seigneuriage monétaire permettant de créer autant de monnaie que de besoin, de l'imposer aux autres et de jouir de rentes monétaires sans précédent dans l'histoire humaine, rentes devenues source d'acquisition de produits industriels fabriqués par de lointains îlots et source d'enrichissement miraculeux par la spéculation financière. La sécurité ainsi acquise de la circulation des marchandises et des monnaies a permis de déléguer à autrui les antagonismes directs de production industrielle, des États-Unis vers la Chine par exemple. Le capitalisme qui prend forme aujourd'hui dans les pays d'ancienne industrie tend à esquiver systématiquement l'antagonisme direct de production, préférant s'orienter vers les secteurs rentiers, informatique, son et images, banque et monnaie, pharmacie, etc., et se placer, quand il le faut, en amont et aval des segments industriels délégués aux autres. F. Ce modèle reprend et adapte l'organisation qu'avait mise au point un des rares secteurs rentiers du capitalisme canonique, l'emblématique secteur pétrolier. Les firmes de production des grands pays d'ancienne industrie ont depuis une trentaine d'années délaissé le mode de la transnationalisation, création de filiales de production en propre dans les pays étrangers, pour adopter le modèle mis au point à la fin du XIXe siècle par John D. Rockefeller avec la création de la Standard Oil, laisser la production, le puits, l'usine aujourd'hui, à autrui, déléguer à un autre capitaliste, chinois par exemple, l'antagonisme direct de production et se réserver les segments amont et aval du cycle, du produit.
Nous verrons comment la SOCIE accent aigu TE accent aigu Nike est devenue pionnière dans la mise au point de cette configuration rentière. 2. Ce capitalisme s'accompagne d'une transformation de l'État. L'État se désengage de la propriété des moyens de production, ne gère plus des antagonismes directs de production, lutte des classes, et se concentre sur le renforcement de sa souveraineté dans le système, assurer la libre circulation mondiale des flux, imposer sa monnaie et assurer à travers le système fiscal des transferts des couches populaires vers les rentiers pour payer notamment les intérêts servis aux détenteurs de dettes publiques. Cet État, loin de s'affaiblir, ne fait que réorienter son action, de l'économique et du social vers le sécuritaire, le respect des brevets, etc. C'est ce que j'appelle un État délégataire des rentiers, financiers, titulaires de brevets, bénéficiaires de la redistribution, etc. Ce système opère une régression du capitalisme industriel moderne, au sens de Kant, vers une configuration de patriciens et de plébéiens, organisés autour des problèmes de redistribution. Les tensions sociales opposent les bénéficiaires de rente aux souverains et les bénéficiaires entre eux qui, de ce fait, doivent se regrouper en corps, communautés, et non en classes. Ce type de capitalisme produit des idéologies du corps. Corporatisme, communautarisme, nationalisme, suprémacisme, religion. Il produit donc de l'anti-modernité. Un confucianisme et puritanisme, une sociologie des religions, TRFR, Gallimard 1996, page 406. Avant-propos. Le 16 septembre 2008, l'une des plus grandes banques d'affaires du monde fermait ses portes. Coup sur coup, en cet été 2008, 3 grandes banques d'affaires avaient déjà plongé et été repêchées in extremis par la Banque centrale américaine, mais la faillite retentissante de Lehman Brothers 2 fut le point de départ d'un séisme qui ébranla l'ensemble du système financier américain et dont les répliques se firent plus ou moins gravement sentir en Europe et en Asie. Les acteurs du système financier, habitués à un crédit et un endettement facile leur permettant de jongler avec des milliards de dollars et d'engranger des milliards également de bénéfices, furent soudain paralysés par l'insolvabilité qui avait frappé 4 de leurs fleurons. Chacun s'empressa de liquider les actifs qu'il estimait douteux, provoquant ainsi des baisses boursières en chaîne. Malgré le refinancement mis à leur disposition par les États, durant les seuls mois de septembre et d'octobre 2008, les États-Unis et l'Europe mirent chacun de leur côté 1 500 milliards de dollars pour renflouer ou financer les acteurs financiers, tous sur peur de s'engager, qui à faire crédit, qui à acheter des titres. Les entreprises en souffrirent. La récession était là. Mais en quoi les pertes de spéculateurs sur titres pourraient-elles ébranler les fabricants de choses matérielles qui, elles, ne peuvent partir en fumée comme les profits de jeux boursiers ? C'est que le capitalisme des années 2000 n'est plus, dans les grands pays, un capitalisme de production matérielle qui ne pourrait souffrir que d'une mévente de produits. Depuis les années 1970, il a subi une grande mutation aussi bien dans son mode d'activité que dans les procédures de capture de la richesse. Dans les grands pays développés, on ne cherche plus à s'enrichir par la fabrication matérielle, l'industrie, ni à exercer des travaux matériellement productifs. Contrairement à ce qu'avait pensé une tradition économiste héritée d'un XIXe siècle à industrie triomphante, la capture de richesse ne se fait plus, dans les pays riches, par exploitation directe de travailleurs engagés dans des fabrications matérielles. Pourtant, ces pays qui ont abandonné l'industrie sont devenus les plus riches du monde. Par quel mystère ? J'avais défini cette mutation comme naissance d'une nouvelle forme de capitalisme, le capitalisme de rente qui capture la richesse autrement que par l'exploitation directe du travail matériellement productif. 3. La crise de 2008 ne remettra pas en cause l'ensemble des procédures rentières. Seuls disparaîtront les nouveaux lots 4. Cependant, une pause dans l'argent facile, une diminution des rentes monétaires, risquerait d'appauvrir certains pays d'ancienne industrie, les États-Unis particulièrement, premiers bénéficiaires du pouvoir monétaire qu'ils exercent depuis 1971 sur le monde. Mais avant d'atteindre un pays qui exerce sa souveraineté monétaire sur le monde, les difficultés frappent déjà les moins puissants, Islande, Hongrie en 2009, Grèce, Irlande en 2010. Or, la nécessité de sauvegarder un niveau donné de rente capturée sur le reste du monde peut conduire à des manifestations rehaussées de puissance,
à l'apparition d'une nouvelle Sparte américaine disant la démocratie mais par sa puissance guerrière, vivant de l'exploitation d'îlots lointains et que seule la démonstration de la force militaire pourrait maintenir dans leurs conditions. C'est pourquoi, comme nous allons le voir, alors que la propriété était au centre de la dynamique du capitalisme industriel, c'est la capacité d'exercice d'une souveraineté mondiale qui nourrit le capitalisme de rente actuel. Aux origines de la crise financière actuelle, amorcée dès 2007 par celle dite des subprimes, un événement oublié. En décrétant, le 15 août 1971, l'inconvertibilité en or du dollar américain, le président Nixon allait inaugurer une phase nouvelle du capitalisme par l'affirmation d'une souveraineté monétaire sur le monde entier. Si les États-Unis, champions à l'époque de la production matérielle, sont acculés à cette mesure, c'est que leur capitalisme d'industrie n'est plus assez performant pour garantir la valeur de leur monnaie. La décision que prend le président Nixon, si elle les sort de l'embarras de ces équations matérielles, leur confère du coup une rente monétaire. Ils peuvent dorénavant émettre sans contrainte matérielle autant de monnaie que de besoin. Ce privilège est unique dans l'histoire et aucune nation n'a pu jusqu'à maintenant le leur refuser. Cet événement représente une rupture dans l'histoire du capitalisme. Il met l'affirmation d'une capacité souveraine au premier rang des modes de capture de la richesse. Ce n'est plus le volume de richesse matérielle obtenu grâce à la propriété de moyens de production commandant du travail usinier, qui dorénavant déterminera le volume monétaire de richesse capturée. La capacité souveraine à imposer une monnaie déliée de toute attache matérielle s'y adjoint. La décision du président Nixon n'aurait peut-être pas eu les conséquences historiques touchant à la nature même du mode capitaliste de capture par la production matérielle, si, au même moment, une révolution électronique ne s'était produite, amplifiant et démultipliant les effets de la suppression de toute limite matérielle à la création monétaire. Les réseaux informatiques qui commencent à mailler la planète vont permettre de faire circuler à la vitesse de la lumière autant de monnaie que l'on veut, permettant de capturer à chaque rotation d'une fraction de seconde un profit petit ou grand. Ces réseaux sont bientôt également le support d'une circulation marchande de mots, d'images et de sons qui exige la production de programmes adaptés, logiciels, reléguant la production des machines électroniques au rang de quincaillerie. Pour générer un profit, la circulation électronique a besoin de ces logiciels, tous brevetés, et devient soumise à des prélèvements imposés par la loi. Là encore, c'est davantage la capacité souveraine à garantir ces prélèvements que la propriété, d'un logiciel, d'un mot, d'une image ou d'un son, qui permet la capture de redevances dans l'usage. Une économie de l'usage se développe, générant aussi bien un mode rentier de capture que des sociétés rentières, marquées par l'oisiveté de populations vieillissantes et consommatrices. La forme actuelle que prend le capitalisme est donc dominée, comme nous le montrerons, par la capture rentière. Ce capitalisme de rente apparaît et se développe depuis les années 1970, époque où la souveraineté devient de plus en plus un mode dominant de capture de la richesse, reléguant la propriété au deuxième plan. De ce fait, si dans le capitalisme canonique de production matérielle, la propriété des moyens de production matérielle était recherchée par les uns et combattue par les autres, elle est au centre de la réflexion socialiste accompagnant la société industrielle. Aujourd'hui, c'est la souveraineté sur l'économie mondiale qui est recherchée. Elle procure comme toujours des rentes et devient un enjeu central. D'un autre côté, lorsqu'il s'agit de modifier le partage des rentes que permet la souveraineté, les différents groupes sociaux protestataires s'attaquent de moins en moins à la propriété des moyens de production. Ils visent de plus en plus la souveraineté et revendiquent un meilleur accès aux rentes qu'elle procure. L'appui sur la capacité souveraine et sur la loi nécessite de la puissance. Celle-ci doit s'exprimer aussi bien au niveau international, garantir la sécurité des différentes circulations, monétaires et autres, et contraindre les différents États à respecter les droits à redevance qu'à l'intérieur. Les menaces ressenties ne viennent plus des conflits liés à la propriété des moyens de production, mais de possibles atteintes à la souveraineté. L'État, tout en se désengageant de la production, se renforce dans l'encadrement des individus. Libéral économiquement, il se fait autoritaire socialement. L'endettement généralisé des grands États à capacité souveraine affirmée,
les conduit à prélever sur la population pour reverser des intérêts de plus en plus conséquents à leurs créanciers, rentiers. L'État, sous cette forme, devient lui-même un simple délégataire de ses rentiers. De la même manière, lorsqu'il utilise sa puissance coercitive pour faire payer une redevance, il exerce une fonction de délégataire de la capture rentière. Ce capitalisme de rente est précisément marqué par la délégation à autrui des antagonismes de capture. Les firmes nouvelles esquivent systématiquement la gestion de la production matérielle qu'elles délèguent à quelques capitalistes exotiques. Elles préfèrent intervenir en amont et en aval, dans les segments rentiers, ceux de la circulation. En contrepoint, celles qui ont fait la gloire du capitalisme d'industrie périclitent. De telles mutations transforment la vie en société. L'individualisme moderne qui accompagnait le capitalisme canonique devient égoïsme rentier. Chacun tente de maximiser sa capture rentière en s'appuyant sur une communauté de semblables. Lorsque le capitalisme canonique divisait horizontalement la société en exploiteurs et exploités, le capitalisme de rente y introduit des discriminations verticales entre groupes de rentiers. Titulaires de monnaie forte d'un côté, jouissant de divers revenus patrimoniaux, titulaires de monnaie faible de l'autre mis dans l'obligation de travailler pour des salaires dévalués. Titulaires de droits d'auteur et de redevances pressurant des consommateurs de logiciels, mots, sons et images. Communautarisme qui transcende les anciens clivages de classe. Seuls les écrivains sont concernés par les droits d'auteur. Seuls les retraités vivent d'une pension. Seul un même sexe bénéficie de telle ou telle mesure. La société de rente est une société de statut. Statut national dans le monde, statut domestique à l'intérieur s'affirmant plus ou moins violemment dans la compétition sur le partage des rentes. Ces statuts procurent des rentes petites ou grandes, celle du titulaire d'allocations sociales comme celle du trader, du banquier ou du titulaire d'un nouveau logiciel Internet. Ils divisent le monde et chaque pays en communautés, où les semblables se reconnaissent et se solidarisent entre eux. Certes, ce capitalisme de rente continue la capture sur le mode capitaliste de production matérielle, mais il réintroduit la souveraineté comme instrument de capture et réactualise certaines pratiques, reléguées au second plan durant l'ère industrielle, mais toujours présentes dans l'histoire humaine. Nous essaierons de repérer ces récurrences historiques. L'une d'elles, où la souveraineté était l'instrument primordial de la capture, nous renverrait à la République impériale romaine. Faut-il, de ce fait, oser une qualification du capitalisme de rente comme système réactualisant une société de patriciens et de plébéiens? Voyons cela plus en détail. De quatrième banque d'investissement américaine, Lehman Brothers annonçait une perte sèche de 3,9 milliards de dollars au troisième trimestre. 3. Le capitalisme de rente. Nouvelle richesse immatérielle et dévalorisation du travail productif. Les temps modernes 7 octobre 1995 Paris et bulle financière ou nouveau stade du développement capitaliste. Les temps modernes octobre 2001 Paris. 4 John Law, 1671 à 1729, financier écossais, fut enrôlé par la monarchie française pour sauver les finances royales. Il introduisit en France la circulation du papier et des titres. Le tout finit par une banqueroute retentissante, 1720, et une révolution, 1789. Voir dans la collection 30 jours qui ont fait la France, la banqueroute de Law par Edgar Faure, Gallimard, 1977. Chapitre 1. La révolution électronique. En 1984, les revenus des télévisions payantes américaines, 5 milliards de dollars à l'époque, ont pour la première fois dépassé ceux des fabricants américains de téléviseurs. J'avais à l'époque résumé cela dans une formule. Le capital commence à se valoriser davantage dans l'usage des produits que dans leur usinage. 5. C'est l'électronique qui donne naissance à cette économie de l'usage. Dès la fin des années 1970, l'électronique opère une rupture dans le XXe siècle. Apparaissant immédiatement comme nécessaire et d'avant-garde, elle intervient bientôt dans tous les domaines de l'activité humaine et devient vite totalisante. Elle introduit surtout de nouveaux modes de valorisation du capital en ne limitant plus celle-ci au stade de la fabrication et de l'échange des produits, économie de l'usinage, mais en permettant la poursuite, parfois indéfinie, dans l'usage des produits. Fabriqué une seule fois, un téléviseur ne rapporte du profit qu'une seule fois à son fabricant.
Par contre, dans son usage, il rapporte un profit répété au vendeur d'images. Aujourd'hui, un ordinateur coûte davantage à l'usage, achat de logiciels, qu'à l'usinage, quincaillerie. Mieux, sans les programmes qui permettent leur usage, un téléviseur ou un ordinateur ne servent à rien. Outre qu'elle permet la capture d'un profit répété pour la même image ou le même logiciel, l'électronique devient un facteur de croissance économique. La maîtrise de la fabrication d'images ou de logiciels permet d'en abaisser le coût et leur vente à un plus large public qui, de ce fait, voudra s'équiper et acheter téléviseurs et ordinateurs. L'usage commande l'usinage. Lorsqu'à la fin des années 1980, Internet commence à pénétrer dans les usages, les ventes d'ordinateurs se multiplient. Avant cela, la tradition bien établie en économie considérait que l'échange des produits clôturait le processus de valorisation engagé dans leur fabrication. Cette conception, partagée par beaucoup d'économistes de toutes tendances, limitait la sphère d'apparition du profit à l'économie dite réelle. Les gains réalisés par les activités situées au-delà de la fabrication et de l'échange n'étaient que l'expression d'une redistribution de ce profit. Les comptables nationaux parlent d'une répartition primaire entre salaire et profit qui engendre à son tour une répartition secondaire de ses revenus, un salarié qui paie ses impôts ou son coiffeur. Les marxistes n'envisagent l'apparition d'une plus-value que dans une économie de l'usinage. Or, avec l'électronique, le processus de valorisation se poursuit au-delà de l'échange. L'usage des produits devient même la source principale des profits et de l'activité dans beaucoup de pays. Dans les pays riches, 20% des actifs seulement sont engagés dans les activités de production matérielle. Ce n'est plus l'investissement dit productif qui, d'après les modèles économiques, stimule le plus la croissance économique, c'est la consommation qui est devenue, dans ces pays riches, le moteur de la croissance. Certes, la tradition disait que pour connaître une valorisation accomplie, tout produit se devait d'avoir des caractéristiques matérielles lui conférant la possibilité d'être utilisé, c'est-à-dire, comme l'écrivait Adam Smith 1776-6, une valeur en usage. La force de travail travaille. L'électricité éclaire. La pomme se mange. Les qualités d'un produit conditionnent sa valorisation financière dans l'échange. Un produit sans valeur d'usage ne se vendrait pas. Une fois vendu, le produit est en général détruit et la valorisation financière se clôt. La pomme que je mange disparaît définitivement et avec elle, toute possibilité de faire à nouveau du profit. Pour refaire du profit, il convient d'en vendre une deuxième et donc de produire une nouvelle fois le même produit. Dans cette économie de la consommation soustractive, c'est en augmentant la production que l'on peut augmenter la consommation. L'investissement est, de ce fait, le moteur de la croissance économique. Faire de nouveau du profit suppose donc une nouvelle production, et élargir ce profit suppose un investissement. C'est le capitalisme canonique. Comme tout le monde peut manger une pomme, utiliser une savonnette ou porter une chemise, il apparaissait dans ce type de système que les êtres humains étaient égaux devant la valeur d'usage. Le seul inconvénient était qu'ils ne pouvaient pas tous avoir les moyens financiers d'acheter les mêmes produits. L'inégalité sociale provenait donc, non pas de la nature des produits, mais de l'obligation de les vendre pour s'assurer la réalisation d'un profit. Tout le monde peut manger une pomme, mais tout le monde ne peut pas acheter une pomme. L'électronique bouleverse tout cela. Quelles que soient les quantités de matière ou de travail nécessaires pour le fabriquer, un appareil de télévision, par exemple, n'a aucune valeur sans image. Ici, c'est seulement une fois accomplie la production et l'échange du produit, que commence la vraie valorisation du téléviseur. Celle-ci ne se fait pas en une fois, un seul usage comme pour la pomme. Elle se poursuit indéfiniment tous les jours dans la consommation d'images. Mieux, alors que la pomme une fois produite est détruite, une image unique, produite une seule fois, le logiciel aussi, peut être vendu à des milliards de gens, une finale de Coupe du Monde de football, puis revendu encore et encore, rediffusion. Comme la symphonie que l'on peut rejouer indéfiniment. On n'est pas obligé de produire une nouvelle fois l'image d'origine ou le logiciel d'origine pour chaque client. Tous les clients consomment la même image ou le même logiciel dupliqué électroniquement et automatiquement à la vitesse de la lumière. Du point de vue du profit réalisé, les possibilités sont démultipliées à l'infini. Dans l'économie de l'usinage,
Je réalise du profit sur chaque savonnette et mon profit dépend de la quantité produite et vendue. Pour donner une idée, si mon bénéfice par unité est B, prix de vente P moins coût de revient C, et que je produis Q, alors je gagne B fois Q. Dans l'économie de l'usage, si je produis une image et que mon coût de revient est C, mon bénéfice n'est pas PC. Il est égal au prix que multiplie le nombre de clients achetant l'image, le disque ou le logiciel, moins une seule fois le coût de revient. Dans l'économie de l'usage, on ne retranche le coût de revient qu'une seule fois, et ce quel que soit le nombre de clients. Dans l'économie de l'usinage, on est obligé de retrancher le coût de revient pour chaque client. Dans l'économie de l'usinage, le calcul du taux de profit, le rendement du capital investi, est simple et prévisible. J'ai investi 100 pour produire Q savonnettes. Je gagne 1 par savonnette. Mon taux de profit est Q100. Il est régulier et prévisible. Dans l'économie de l'usage, j'ai investi 100 pour élaborer un logiciel ou fabriquer une image ou enregistrer une chanson, et si je gagne 1 par acheteur, mon profit dépend du nombre d'acheteurs N. Il est a priori inconnu. Il n'est ni régulier ni prévisible. Si N est petit et que ma chanson fait un flop, je ne gagne rien. Si, comme pour le logiciel Windows de M. Bill Van de Gates, N se compte par centaines de millions, alors le taux de profit, gain rapporté à la mise initiale, est incommensurable. Il est d'autant moins mesurable que la loi peut sur des dizaines d'années protéger mes droits sur ce produit unique. Alors que le fabricant d'automobiles doit continuellement produire des automobiles, le créateur de logiciels ou le chanteur ou le cinéaste, ou encore le créateur d'une molécule pharmaceutique, n'a pas besoin de reproduire continuellement la création du même produit. Un seul produit, une seule fois, peut, durant des années, par duplication automatique, rapporter du profit. D'où les nouvelles stratégies du capital. Mieux vaut investir dans l'économie de l'usage que dans celle de l'usinage. L'exemple de M. Bill Gates est très éclairant. Engagé au début des années 1990 par le constructeur d'ordinateurs IBM, première firme mondiale de sa catégorie, il devait mettre au point, au bénéfice du constructeur, un logiciel adapté aux ordinateurs personnels, PC, qu'IBM voulait fabriquer. Il invente Windows. Un conflit sur la propriété du brevet le conduit à quitter son commanditaire. Il valorise alors lui-même son logiciel par une petite société qui lui appartient, Microsoft. 10 ans plus tard, il a dépassé IBM en revenus et profits et se trouve à la tête de la première fortune mondiale, 50 milliards de dollars. L'usage des ordinateurs est plus profitable que leur usinage. On a, rétrospectivement, l'impression qu'un nouvel esprit du temps 7 s'installe déjà qui, dès les années 1990, pousse les investisseurs à parier davantage sur la petite Microsoft, $1 l'action en 1990, que sur le géant IBM. L'action Microsoft va sextupler en 5 ans, lorsque celle d'IBM s'effondre carrément en 1993. Dès 2003, le résultat net de Microsoft dépasse celui d'IBM. 6,7 milliards de dollars contre 5,1. Depuis, l'écart entre eux s'accentue. En 2007, Microsoft engrange 9,5 milliards de résultats nets contre 7,0 pour IBM. Le ratio résultat net chiffre d'affaires est en 2007 de 27,6% pour Microsoft contre seulement 10,5% pour IBM. Un autre exemple d'une société qui s'active dans la seule économie de l'usage, Google qui, lui, affiche en 2007 plus de 2,8 milliards de résultats nets avec un ratio de retour sur chiffre d'affaires de 25,3%. D'une façon générale, aucune entreprise s'activant dans l'usinage n'a pu historiquement enregistrer un retour de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires. La norme a été et reste de l'ordre de 4 à 5%. Or, précisément, pendant que les profits dans l'économie de l'usage s'envolent, les grandes entreprises de l'économie de l'usinage virent au rouge. Le constructeur automobile General Motors enregistre 26,3 milliards de pertes en 2007 et 62,5 pour l'exercice fiscal 2008. En 2009, il aurait été déclaré en faillite si le gouvernement fédéral américain ne l'avait sauvé à coups de milliards de dollars. Cette économie de l'usage ne survient pas n'importe où et n'importe quand. Si, dans le capitalisme canonique, les êtres humains étaient égaux devant la valeur d'usage, ils deviennent inégaux dans l'économie de l'usage. L'électronique introduit des hiérarchies dans l'usage.
Un téléviseur peut, faute de programme, s'utiliser comme meuble, degré zéro de son usage, ou être relié à des centaines de chaînes. L'usage optimal d'un ordinateur n'est pas donné à tout le monde. Un minimum d'instruction est requis. Un analphabète peut devenir un ouvrier spécialisé, OS, dans l'économie de l'usinage. Il ne sert à rien devant une console. La valorisation par l'usage suppose donc un niveau minimal d'instruction et de culture. L'électronique discrimine aussi bien entre les habitants d'un même pays qu'entre les différents pays. Il n'est pas fortuit que l'économie de l'usage s'épanouisse d'abord dans les pays riches, à fort potentiel scientifique, éducatif et culturel. La croissance économique impulsée par l'électronique dépend avant tout de l'existence de programmes, logiciels, sons, images, tous dérivés d'une intense activité scientifique et culturelle. Sans cela, les pays sont condamnés à demeurer au stade de l'usinage. Faute d'avoir permis à sa population d'avoir une liberté scientifique, éducative et culturelle, l'Union soviétique s'est condamnée à rester dans l'usinage et en est morte. L'usinage lui-même est devenu dépendant de l'économie de l'usage et ne tire sa valorisation que par l'existence d'une filière inversée, pour utiliser l'heureuse formule que John Kenneth Galbraith a construite dans d'autres circonstances. 8. Pas de chanteur ou musicien, alors pas de disque ni d'industrie de fabrication des disques. Pas de logiciel, pas de réseau informatique. Pas de cinéaste, pas d'image. Dans l'économie de l'usage, ce n'est plus la matière qui porte la valorisation, c'est la matière grise qui en est le moteur. Le monde se divise aujourd'hui en deux catégories de pays. Les premiers sont ceux où un minimum de liberté stimule la créativité, même vulgaire, de la matière grise et permet d'engranger croissance économique et profit tiré de l'usage. Les seconds où souvent des autocraties, sinon des dictatures, au lieu d'encourager la vitalité de la matière grise, la liberté de chanter, privent leur population des profits financiers engendrés par cette économie de l'usage et condamnent leur pays à la pauvreté. Le programme, image, son, logiciel, n'est pas en effet un bien complémentaire qui, une fois acheté, complète le produit et met fin à la valorisation. Si l'achat d'une serrure complète et met fin à la valorisation d'une porte, l'achat d'un programme inaugure une nouvelle phase de valorisation du capital. Par l'achat d'un logiciel, mon ordinateur va pouvoir fonctionner durant des années et servir de support matériel à une valorisation étrangère à sa fabrication, celle qui consiste à jouer, acheter, écouter et voir en ligne. Mon téléviseur va être continuellement alimenté d'images différentes, ma radio de sons multiples que seule une créativité permanente peut faire advenir. Cette économie de l'usage, devenue dominante dans les pays riches, n'est pas soudainement apparue avec l'électronique. L'usage répété de la même surface foncière à des fins différentes, culturelles ou d'habitation, en a constitué une première forme. Tirer un revenu ou un bénéfice répété du même bien engendre une économie de rente. Les compagnies de téléphone du début du XXe siècle l'avaient bien compris, qui ne vendaient pas leurs appareils mais tiraient leur profit de leur usage. Et comme aujourd'hui, plus on parle, plus on paie. Il n'y a aucune circulation matérielle par la parole, mais chaque parole rapporte une rente. Il existe dans notre monde électronique une qui a, la première, avant l'apparition de l'ordinateur personnel, compris que les nouveaux profits étaient dans l'usage. Cette International Business Machine, IBM, qui au lieu de vendre les ordinateurs qu'elle fabriquait, les a toujours loués aux entreprises, s'assurant ainsi une maîtrise du cycle complet de valorisation par l'usinage et l'usage, empochant ainsi profit de l'usinage et rente de l'usage. La transition de l'usinage vers l'usage dans les pays riches signifierait que l'on passe d'un monde de profits industriels à un monde de rentes usagielles, semblable aux rentes foncières et qui, de ce fait, obligent à conférer par la loi un monopole de la propriété intellectuelle au créateur du produit. Le respect de ce monopole, copyright, brevet, ne peut être assuré par le créateur lui-même. Seule la force publique pourrait le faire. Mieux, seul un État puissant pourrait en garantir la protection dans le monde entier. Les rentes apparaissant dans l'économie de l'usage sont liées à une capacité souveraine des États. Sans la puissance souveraine des États-Unis d'Amérique, Microsoft ne pourrait pas tirer profit de ses logiciels. Ils seraient dupliqués gratuitement. Telle chanson, tel film, telle molécule également. Dès lors, l'exercice d'une souveraineté capable d'imposer au monde entier un respect des brevets est indispensable.
Ce n'est plus, comme dans le capitalisme d'usinage, la propriété des moyens de production qui est centrale, mais la capacité des États à l'affirmation d'une souveraineté reconnue. De ce fait, il n'est pas fortuit que les entreprises américaines soient championnes dans l'économie de l'usage. Les stratégies nouvelles des grandes entreprises indiquent qu'elles sont de plus en plus nombreuses à chercher à se diversifier en complétant leurs activités d'usinage par des activités liées à la sphère de l'usage et la circulation des mots, images, sons, logiciels et, comme nous le verrons, monnaie. Dès le début des années 1980, des groupes industriels entreprennent des actions visant à leur assurer le contrôle de cette sphère. En 1982, The Coca-Cola Company rachète Columbia Pictures puis la revend en 1989 au fabricant japonais Sony, 5 milliards de dollars. Depuis, Sony a créé une filiale spécialisée dans la sphère de l'usage, Sony Pictures Entertainment dont Columbia Pictures fait partie depuis 2005, année où Sony reçoit le feu vert de la Commission européenne pour racheter la Metro-Goldwyn-Mayer pour 5 milliards de dollars. Dès l'aube de ces années 1980, Getty Oil, Pétrole et American Express, Finance, s'associent également avec des compagnies de cinéma. En France, Matra, équipement militaire, se rapproche dès cette époque de Hachette, Édition, etc. Les stratégies actuelles des firmes continuent ce mouvement amorcé en 1980 à 1985. Se délester de tout ce qui est fabrication matérielle pour se nicher sur le segment porteur de rentes. Création de mots, images, sons, logiciels ou molécules, circulation de symboles monétaires, etc. Ainsi, l'industrie pharmaceutique est de moins en moins présente dans l'assemblage de poudres et autres liquides mais renforce ses capacités de création de nouvelles molécules à breveter. Le génie biologique également. La bataille des OGM indique l'enjeu qui s'annonce. Le groupe agroalimentaire américain Monsanto affiche fièrement pour 2007 une marge brute de 4,2 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 8,5 milliards, soit un ratio de 50% neuf. L'action Monsanto qui valait 58,25 dollars au 31 décembre 2002 a en 5 années gagné 400 dollars et affiché 451,22 dollars le 31 août 2007. Monsanto vend 9 variétés de maïs génétiquement modifiées et dûment brevetées, 7 variétés de coton, une de soja, une de luzerne et une de colza. Monsanto a aussi déposé des brevets portant sur le code génétique des porcs. Elle pourrait, dans un proche avenir, obtenir aussi des redevances sur le bétail. Au lieu d'investir dans des machines, on investit dans des catalogues de programmes, molécules ou gènes. Des batailles boursières homériques s'engagent pour acheter le catalogue musical d'EMI ou filmique de MGM10. De petites start-up inventives de logiciels ou spécialisées dans le génie génétique sont absorbées. Bref, on se constitue des gisements où l'on puise à volonté mots, images, sons, logiciels, molécules, gènes, etc. dont on est l'unique propriétaire et qui rapportent leur écho à chaque usage. C'est une transfiguration de l'économie minière qui nous renvoie une fois encore aux questions de rente et de souveraineté. Dans les pays riches à économie d'usage, les nouveaux capitaux se constituent autour de la création culturelle et scientifique et en font une source de rente. La compétition se situe davantage autour de la matière grise. Recruter le chercheur performant ou le bon trader qui manipule électronique, mathématiques et finance, des performances médiatiques, l'actrice ou le présentateur de télévision qui font vendre des images, et enfin et surtout autour des réserves d'œuvres et d'auteurs. À l'instar des compagnies pétrolières qui mesurent leur puissance à l'aune du volume de réserves pétrolières qu'elles contrôlent, les nouvelles firmes de l'usage mènent stratégie et manœuvres pour contrôler les réserves intellectuelles les plus étendues, logiciels, musique, images, molécules pharmaceutiques, gènes, etc. Monsieur Bill Gates a ainsi fondé, sur ses fonds propres, une société dénommée Corbis qui rachète progressivement un grand nombre d'œuvres d'art, tableaux de maîtres notamment, et en détient les droits de reproduction 11. L'obligation de contrôle de réserves intellectuelles était nettement apparue dès 1988 avec la grève des scénaristes travaillant pour les chaînes de télévision américaines, Networks. Ne disposant plus de programmes originaux, elles n'ont pu garder leur public. Celui-ci a dû se résoudre à se diriger vers le câble et payer son usage. Ce fut le coup de pouce tant attendu pour une chaîne comme Home Box Office 12, HBO,
qui connut, en 1990, son premier grand succès avec la série Dream On et qui avait inauguré le système Pay-Per-View. 20 ans plus tard, 2008, les scénaristes d'Hollywood ont de nouveau fait grève pour cette fois-ci exiger un pourcentage de droits sur leurs œuvres diffusées par les studios sur Internet. On n'imagine pas Balzac faisant grève contre son éditeur. C'est également à l'aube de ces années 1990 qu'IBM a commis l'erreur stratégique de sous-traiter avec Bill Gates, au lieu de s'approprier ses créations. Ces nouveaux capitaux visent donc avant tout des segments rentiers supposant un savoir-faire intellectuel. Sans ce savoir, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.